Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 août 2025 et notre ami Martin Armstrong est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Martin. Toujours un plaisir de vous voir. Permettez-moi de commencer, Martin, par ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, ainsi que par ce que l'Europe essaie de faire dans le dossier ukrainien. À votre avis, l'Occident peut-il se permettre de perdre la Russie comme ennemi? Est-ce possible, même avec Donald Trump et son administration à Washington? Comme vous le savez, j'ai rencontré de nombreux chefs d'État et je traite avec des gouvernements depuis 40 ans. Donald Trump est différent et voici ce que j'en ai conclu. Un politicien n'a aucun problème à envoyer quelqu'un à la guerre, car je pense qu'on leur apprend, en gros, à ne pas penser aux personnes qui meurent sur le champ de bataille. Ce ne sont que des dommages collatéraux. Il faut gagner. Trump, n'étant pas un politicien, lorsque je suis allé dîner à Mar-a-Lago en mars 2020, alors qu'il était président pour la première fois, c'est là qu'il m'a vraiment impressionné. Il a dit qu'il voulait retirer les troupes d'Afghanistan. Mais c'est la raison qui m'a marqué. Il a dit qu'il ne voulait pas envoyer de lettres à leurs parents pour leur dire « Votre fils est mort pour Dieu et la patrie ». Il dit « Qu'est-ce qu'on fait là-bas » Ça m'a donc un peu forcé à regarder les politiciens d'un peu plus près. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Un politicien de carrière ne pense jamais aux gens qui meurent. Il faut juste gagner. Et je pense qu'on leur apprend simplement à ne pas y penser. Ce sont des dommages collatéraux. C'est un peu la même chose dans le trading, d'accord? Je veux dire, d'accord, j'ai gagné, j'ai fait monter la mise. Mais en fait, tu as fait perdre quelqu'un d'autre. Tu n'y penses pas. Tu penses juste à ce que tu as gagné. Donc je suppose que c'est un peu la même chose. Ces néoconservateurs, et ce sont eux qui contrôlent l'OTAN et toute l'Europe. La première règle qu'ils énoncent, c'est de ne jamais parler à l'ennemi, car sinon il pourrait y avoir la paix. C'est pour cela que tous ces dirigeants européens étaient très agacés que Trump ait eu l'audace d'appeler Poutine. J'ai parlé à 3 pays là-bas et j'ai demandé « Est-ce que quelqu'un a déjà pris le téléphone pour appeler Poutine? Donnez-moi juste un nom. » Et pas un seul ne l'a fait. J'ai dit « Alors, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de paix si vous n'essayez même pas? » Et je pense qu'ils sont simplement endoctrinés de la même manière que tous les autres néoconservateurs. Ils ne veulent pas la paix. Je ne serai pas très optimiste quant à la paix ici, car je crois que l'Europe fera tout son possible pour la saboter. La même chose avec Zelensky. J'avais des informations, je les ai transmises, et maintenant je pense que c'est partout, qu'il transférait 50 millions de dollars par mois, se préparant au cas où il finirait par perdre, envoyant l'argent sur ses comptes secrets aux Émirats arabes unis. Et maintenant tout cela est connu. Et je pense que vous savez, Zelensky est profondément détesté en Ukraine. La plupart de ce que vous voyez dans la presse ou ailleurs n'est que mensonge et propagande pure et simple. Je veux dire, nous avions 2 employés en Ukraine, un à Donetsk et un à Kiev, donc des 2 côtés. Et au début, vous savez, Poutine, la Russie a envoyé toute une colonne de chars juste à l'extérieur de Kiev. Vous savez, j'étais inquiet. Nous avions un employé là-bas. J'ai dit, eh bien ça va, que se passe-t-il? Et elle a répondu, ils ne font rien, c'est juste une démonstration de force. Vous savez, il aurait pu prendre Kiev à ce moment-là s'il l'avait voulu. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas l'objectif ici, malgré toute la propagande qu'il diffuse en permanence. Zelensky, écoutez, son soutien était le même, oligarque qui a créé Burisma, vous savez,
la société énergétique qui a embauché Hunter Biden. C'est le même homme qui a mis Zelensky en place. La corruption là-bas est tout simplement hors norme. The corruption is just off the charts over there. It always has been. And Zelensky, Ça a toujours été le cas. Et Zelensky a suspendu toutes les élections parce qu'il sait qu'il perdrait. Les sondages que je reçois d'Ukraine lui donnent au mieux 25%. Et on ne peut pas lui en vouloir. Je veux dire, il a enlevé des gens, les a envoyés sur le front. Au début, quand tout cela a commencé en janvier, je crois que c'était le 4 janvier, j'ai publié que 100 000 Ukrainiens avaient déjà été tués. Et j'ai reçu tout un tas de messages de haine. Oh, c'est de la propagande russe. Blablabla. Bla bla. J'ai dit vraiment. Désolé, ça vient d'Ukraine, pas de Russie. Et puis Ursula s'est levée et a prononcé un discours que j'ai mis sur mon blog. Elle a déclaré que 100 000 Ukrainiens avaient été tués. Zelensky a dit que c'était en gros une information relevant de la sécurité nationale, et elle a dû la retirer. J'ai des vidéos des deux que j'ai mises en ligne. D'accord, donc elle a retiré le chiffre. Ce chiffre, d'après mes mêmes sources, qui ont toujours été fiables, a maintenant dépassé 1,8 million. Cela ne compte pas les blessés. D'accord. Il y a eu 5 millions d'Ukrainiens qui sont partis et ont fui vers la Russie. Il y en a eu 8 millions qui ont fui vers l'Europe. Je veux dire, on parle de plus de 10% de la population qui était là et qui est morte. Pourquoi? Vous savez pourquoi se battent-ils? Quand je parle aux Ukrainiens, ils ne savent plus. Le Donbass est à la base principalement russe dès le départ. Et la plupart des gens ne le savent pas. Mais Khrouchtchev est né là-bas, à la frontière. Son successeur, Brejnev, est né dans le Donbass. Staline venait de Géorgie. Stalin was from Georgia. So one of the debates in Moscow is who's really L'un des débats à Moscou, c'est qui est vraiment russe. Écoutez, ces choses sont compliquées. C'est un vrai bazar. Et je connais certains de ces néoconservateurs. J'ai même dîné avec eux. Et il est difficile de les comprendre. On a vu, vous savez, des vidéos de Lindsey Graham disant littéralement « c'est le meilleur argent qu'on ait jamais dépensé pour tuer des Russes ». Je veux dire, si vous disiez ça à propos des Noirs, des musulmans ou d'autres, ce serait un crime de haine. Comment peut-on dire cela simplement à propos du peuple russe? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive cela? Tout ce que je peux supposer ici, c'est que ces gens ont grandi en détestant les Russes, à l'époque de Khrouchtchev, les communistes ou peu importe. Et le communisme est tombé tout seul, et ils sont juste furieux de ne pas avoir pu tirer sur quelqu'un. Je ne sais pas. Il n'y a aucune explication logique à cela. C'est la même chose avec, vous savez, tous les dirigeants en Europe. Vous avez Kallas, qui est à la tête de leur sécurité nationale. Elle devrait être traînée dehors enchaînée. Je veux dire, elle a même déclaré publiquement que la Russie est trop grande et doit être démantelée. Et si Poutine disait cela à propos de l'Europe ou des États-Unis? Oh, ce serait scandaleux. Mais c'est acceptable qu'elle le dise dans l'autre sens. Vous voyez, écoutez, ce n'est qu'une autre de ces néoconservatrices qui n'arrive pas à accepter que le communisme soit tombé. Le peuple russe ne veut pas y retourner. Pas plus que les Chinois ne veulent revenir en arrière. Les Européens de l'Est que je connais ne veulent pas retourner au communisme. Peut-être trouverez-vous une exception, quelqu'un de 75 à 85 ans, qui ne veut plus prendre de décision lui-même et souhaite simplement être pris en charge. Mais les jeunes, non, personne n'en veut. Vous savez, la principale différence avec le communisme, et je suis allé des deux côtés. Je veux dire, je suis allé derrière le mur de Berlin et je suis allé en Chine. Je dirais que la différence entre les deux versions, c'est que Staline était paranoïaque. Il apprenait aux enfants, si jamais ton parent disait quelque chose contre l'État, dénonce-le, car l'État est vraiment ton parent. Il se préoccupait donc de ce que tu pouvais dire à ta femme. So he was concerned what you would say to your wife.
Alors qu'en Chine, c'était plutôt le syndrome du coquelicot géant. Il ne se souciait pas de ce que vous disiez à votre femme, mais si vous faisiez entendre votre voix et le disiez à tout le monde, on vous la coupait. C'est pour cela qu'on appelait ça le syndrome du coquelicot géant. Voilà la différence entre les deux. Et je pense que c'est pour cela que la Chine a connu un essor très rapide après la chute du communisme, comparé à la Russie. Parce que la Russie cherchait davantage à modifier la nature humaine, alors que la Chine disait « peu importe ce que vous pensez, tant que vous ne vous faites pas remarquer ». Donc vous voyez, le communisme en Russie suivait davantage Marx, anti-religion, tout ce genre de choses. Il n'y a pas de Dieu. Cela ne s'est pas forcément répandu en Chine. Donc je pense que l'un était très draconien et l'autre concernait simplement le contrôle, mais pas jusqu'à, vous savez, ce que vous disiez chez vous. J'avais un ami qui a grandi en Allemagne de l'Est et lorsque le mur est tombé, son père est allé récupérer son dossier Stasi. Il est revenu et mon ami a cru qu'il se passait quelque chose de grave avec son père. Il donnait des coups de poing dans le mur et des choses comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et son père arrachait des micros. Après avoir récupéré son dossier Stasi, il a découvert que tous ceux qu'il pensait être ses amis le dénonçaient. Et il a dit, après cela, il ne parlerait plus jamais à personne, sauf à sa famille. Je veux dire, c'est là la vraie différence. C'était comme, qu'est-ce que tu dis? À quoi tu penses? Et donc, je pense que c'est ce qui a empêché la Russie de vraiment prospérer comme elle aurait dû, comme la Chine l'a fait. Mais bon, ce n'est que mon observation, vous savez, en allant d'un pays à l'autre. Mais, vous savez, l'Europe de l'Est est tellement endoctrinée par cette haine. Vous pouvez vérifier. L'ancien chancelier d'Allemagne en 1888, Bismarck, a en fait déclaré que l'Europe allait être engloutie dans une grande guerre et que cela viendrait des Balkans. Et toute personne ayant eu le moindre contact avec cette région sait qu'elle a été autrefois conquise par l'Empire ottoman. Il y a 3 religions, l'islam, le christianisme orthodoxe et le christianisme occidental. Tout le monde se déteste. Les différences ethniques sont énormes. Si vous allez en Serbie, ils détestent encore les Arméniens. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons donné quelques avions de chasse à la Grèce, et cela a fait la une des journaux. Ils ont dit, « Oh, maintenant nous pouvons lancer une attaque surprise contre la Turquie. » Les deux pays sont membres de l'OTAN. Mais vous savez, c'est un conflit entre Grecs et Turcs qui remonte à Alexandre le Grand. Vous savez, c'est difficile de... Je pense qu'à un certain degré, peut-être que la langue perpétue ces différences ethniques. Je veux dire, il y a aussi la religion qui s'en mêle. C'est un peu comme l'Iran contre Israël. C'est mon Dieu contre le tien. Ce ne sont pas des choses négociables comme je te donne ce terrain, tu me donnes celui-là. Quand il s'agit de religion, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Donc, les Balkans ont toujours été un vrai chaos. Et je ne vois pas ça changer. Je veux dire, comme vous le savez, quand ils formaient l'euro, ils sont venus me voir, et je me souviens d'une discussion que j'ai eue. J'ai dit, vous ne comprenez pas vraiment ce qui a fait la grandeur de l'Amérique. Et ils ont dit quoi? J'ai répondu, c'était la discrimination. Oh, comment peux-tu dire ça? C'est parce que c'était juste. Celui qui était le dernier à descendre du bateau était discriminé jusqu'à ce qu'il parle anglais pour pouvoir trouver un emploi. Une fois que c'était fait, alors tu demandes à un Américain, « Tu es quoi? » « Oh, je suis à moitié irlandais, à moitié italien. » Peu importe. Tout le monde s'est marié entre eux. Tu ne vois pas ça en Europe. Tu ne vois pas quelqu'un d'Écosse descendre et épouser quelqu'un de Sicile. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux, mais ce n'est pas courant.
parce qu'il n'y a pas cette communauté de langue. Je veux dire, j'avais un ami français, et il était contrarié que sa fille sorte avec un Allemand. C'était du genre, tu sais ce qu'ils nous ont fait, tu sais? Je veux dire, ces vieilles rancœurs, ou peu importe, elles sont toujours là. Donc, vous savez, je ne serais pas si optimiste quant à voir émerger de tout cela cette merveilleuse terre de paix. Je souhaite bonne chance à Trump, mais l'Europe est économiquement démunie. Leur croissance économique n'est qu'une fraction de celle des États-Unis. Ils sont plus ou moins, eh bien, ils restent très marxistes dans le sens où ils ne sont pas allés aussi loin que la Russie, mais ils sont fortement dans cette direction. Tout doit être contrôlé. Vous ne pouvez pas payer en espèces plus de 1 000 € dans un hôtel ou autre. D'où vient cet argent? Ils annulent régulièrement les billets pour vous forcer à revenir avec, vous savez d'où vient cet argent pour qu'on puisse le taxer. L'Espagne vient d'adopter une loi qui interdit de retirer plus de 3 000 € d'un compte sans l'autorisation du gouvernement. C'est très draconien. Vous savez, quand ils ont imposé les confinements liés au Covid, ensuite il y a eu les absurdités sur le changement climatique, et puis ils ont mis des sanctions contre la Russie. Très bien, une stupidité totale. Je veux dire, l'Europe n'a rien, d'accord? Elle n'a pas d'énergie, à part la Grande-Bretagne, il faut l'importer. Donc, vous imposez des sanctions à la Russie, très bien, d'accord? Et maintenant, vous payez l'énergie 2 à 3 fois plus cher. L'économie allemande, qui représente 25% de l'Europe, est en récession. C'est comme dire, je vais me tirer une balle dans le pied pour te montrer à quel point je suis sérieux. Et si tu ne fais pas ce que je dis, je vais te tirer une balle dans le pied. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait en pire. J'ai en fait eu une réunion à Berlin, puis une autre l'après-midi à Rome. Il n'y avait aucun vol direct, rien du tout. Ils ont tout supprimé à cause du changement climatique. J'ai fini pour la première fois de ma vie par devoir louer un jet privé pour aller d'une réunion à l'autre. Vous savez, ce sont 2 capitales, on ne parle pas de petites villes. Je n'en revenais pas. Le seul vol direct était à 6 heures du matin ou à 8 heures, ou quelque chose comme ça. C'est tout. Je veux dire, donc vous savez, ils sont tellement préoccupés par « oh, le climat et ceci et cela », ils ont étouffé leur économie. Et vous savez, l'économie européenne est en train de rétrécir. Donc ils ont besoin de la guerre. L'économie allemande a chuté de 3%. Et puis il y a l'OTAN. « Oh, nous voulons 5% de dépenses militaires. Vous devez nous donner ça. » Allô, vous comprenez les maths? -3, et ensuite vous voulez 5 en plus de ça. C'est le niveau d'une dépression. D'accord? Je ne m'attendrai pas à une véritable période de prospérité venant de l'Europe. Je pense que vous allez assister à un déclin très marqué jusqu'en 2028, et je ne pense pas que ces gens soient assez intelligents pour comprendre ce qu'ils ont fait. Martin, quand tu regardes la rencontre entre Donald Trump, les Européens et Zelensky, à ton avis, d'où venait la détresse? Ils sont tous venus aux États-Unis pour parler avec Trump. Quelle était leur crainte? Quelle était, selon toi, leur principale préoccupation? La paix? Peace. Look, they need war. Écoutez, ils ont besoin de la guerre. Ce que vous faites psychologiquement, et il y a un livre que je recommanderais, il s'appelle « Soumission à l'autorité » de Stanley Milgram, et c'est bien connu. D'accord. Quand vous avez un problème économique, il vous faut un ennemi psychologique. D'accord? Donc vous diabolisez votre adversaire. Ils ont fait ça avec Saddam Hussein. Oh, il est maléfique, c'est un dictateur, il est ceci, il est cela.
D'accord? Il faut diaboliser quelqu'un. Ils font ça avec Poutine. D'accord? Ils ont essayé ça avec Trump. D'accord? Le fait que tous ces dirigeants aient sauté dans un avion pour aller à Washington et qu'ils aient rencontré secrètement Zelensky à l'ambassade d'Ukraine avant de voir Trump. D'accord, c'était la même stratégie, vous savez, quand Zelensky a rencontré Trump la première fois et que cela s'est transformé en un grand affrontement. Pourquoi? J'avais des informations provenant de mes sources ukrainiennes qui ont toujours été fiables. D'accord? Boris Johnson avait sauté dans un avion et il était à Kiev 3 jours auparavant. Il ne devait s'agir que d'une signature à Kiev. Et il a dit à Zelensky, « Non, tu insistes pour aller à la Maison-Blanche et embarrasser Trump. » Ils pensaient pouvoir embarrasser Trump, le faire paraître faible, alors ils ont continué à faire circuler l'argent et la guerre. J'ai transmis cette information. C'est pour ça que la première réaction a été, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tu sais, tu regardes la presse, oh, cette fois il a eu un accueil chaleureux comparé à la première fois. Ils ne savent pas. Honnêtement, comme on dit aux États-Unis, ils ne savent pas distinguer leur cul d'un trou dans le sol. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est que de la propagande aux informations maintenant. C'était ça, la différence. D'accord. Et j'ai transmis cette information. Et je pense vraiment que Rubio ou l'un d'eux, vous pouvez probablement le vérifier sur Google, a déclaré par la suite que la réunion devait avoir lieu à Kiev. Je crois qu'il a donné une sorte d'explication et que Zelensky a insisté pour venir là-bas. Et tout cela, c'était essentiellement la même chose, la raison pour laquelle ces dirigeants s'y sont rendus. Vous savez, ces dirigeants, tous les dirigeants mondiaux de ce genre, ne se réunissent jamais, sauf lors d'un sommet du G20. Le fait qu'ils soient tous venus là-bas montre à quel point la situation est désespérée. D'accord. Ils n'ont pas été invités. Ils se sont tous réunis, y compris l'OTAN. D'accord. La maison de retraite des néoconservateurs, l'OTAN aussi était présente. NATO went as well. They don't want peace. Ils ne veulent pas la paix. Vous savez, l'OTAN n'a aucune raison d'être, et elle aurait dû être dissoute lorsque le communisme est tombé et que le pacte de Varsovie s'est effondré. C'était censé être ça, l'adversaire du pacte de Varsovie. Elle n'a absolument aucune utilité, si ce n'est de créer la guerre. J'ai vu les notes internes. Et quand tout l'argent allait vers le changement climatique, les notes internes disaient « Comment rester pertinent ?» Voilà. Donc la propagande qu'ils diffusent. Oh, Poutine veut prendre l'Europe. Poutine est là depuis 1999, d'accord? Il n'est pas intéressé par la conquête de l'Europe. L'Europe n'a rien de valeur. Si la Russie prenait l'Europe et entrait dans Paris, qu'est-ce qu'il dirait? Vous allez payer nos retraites maintenant? C'est tout. Il n'y a pas d'énergie à prendre. Il n'y a pas de réserve d'or, ni rien de ce genre. Il n'y a rien de valeur en Europe. D'accord. Quand Hitler agissait, d'accord, il a tué des Juifs, etc. Mais il a volé toutes les œuvres d'art parce qu'il aimait la culture. Il n'a pas bombardé Paris parce qu'il trouvait la ville jolie. Voilà. Ce n'est pas la situation actuelle. Il cherchait le pouvoir pour conquérir, pas pour détruire. La question juive était en grande partie que Trotsky était juif. Et il pensait que le communisme était un complot juif. C'est pour cela que l'Ukraine s'est retrouvée impliquée, etc., en tuant des juifs parce qu'ils étaient censés, vous savez, promouvoir le bolchevisme. C'est vraiment de là que ça vient. Mais vous savez, il faut comprendre qu'ils ont repris ce que Khrouchtchev avait fait. Nous vous enterrerons. C'était différent. C'était un conflit philosophique entre le communisme et le capitalisme. Nous sommes meilleurs que vous. Nous devrions vous conquérir. Ce n'était pas pour l'argent ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agissait de cette idée marxiste d'éliminer Dieu et le capitalisme, la cupidité.
Ce n'est pas Poutine, désolé. Et quand il a dit, la plupart de ces néoconservateurs disent « Oh, il veut ressusciter l'URSS » parce qu'il a dit que l'effondrement de la Russie était l'un des jours les plus sombres, ou quelque chose comme ça. Ce n'est que la moitié de la déclaration. Il a aussi dit qu'il parlait des bolcheviks. Et il a aussi dit, et vous pouvez le vérifier sur Google, que Lénine n'était qu'un bolchevique et non un homme d'État. Il y a même eu des spéculations selon lesquelles il allait retirer le tombeau de Lénine de Moscou. Et il a répondu, « Non, je ne vais pas faire ça. Cela causerait trop de problèmes. » Ce n'est pas un communiste. Ce dont il parlait, c'est que l'empire russe des tsars a été détruit par les bolcheviks. Il ne s'agissait pas de ressusciter le communisme ou l'URSS. Allons, les gens n'auraient pas... Il a eu plus de 70% d'opinions favorables, et il n'aurait pas eu cela s'il avait été communiste. Ils l'ont acclamé lorsque Yeltsin l'a nommé, parce qu'ils savaient qu'il n'était pas communiste. Et pour regarder les faits réels, en même temps, les anciens communistes de l'URSS avaient déposé une motion de destitution contre Eltsine. D'accord? Donc Eltsine était attaqué à la fois par les néoconservateurs d'un côté et par l'URSS de l'autre. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers Poutine, parce qu'il n'était ni un oligarque ni un communiste. C'est pour ça que le peuple l'a acclamé. Ils étaient soulagés d'avoir enfin quelqu'un d'équilibré. Voilà, c'est à peu près tout. Et toutes ces absurdités qui continuent, où l'on diabolise Poutine pour faire croire qu'il est comme Khrouchtchev ou autre. Ensuite, il y a eu Zelensky qui a essayé de l'assassiner il y a quelques mois. Pourquoi? Parce que Poutine est probablement l'homme le plus intelligent à la table, et il sait vraiment où cela mène. Ce serait la Troisième Guerre mondiale, et il ne veut pas aller jusque-là. J'ai même les documents déclassifiés de la rencontre entre Clinton et lui. Il a dit, « Ce type est vraiment intelligent. » Tous ceux qui l'ont rencontré disent la même chose. Zelensky a essayé de l'éliminer. Pourquoi? Parce que Poutine a tracé de nombreuses lignes rouges. Si vous leur donnez des missiles à longue portée pour nous attaquer, c'est fini. L'OTAN l'a fait. L'OTAN a franchi toutes les lignes. Pourquoi? Ils essayent désespérément de le pousser à attaquer n'importe quoi dans l'OTAN pour pouvoir prétendre qu'il est l'agresseur. En psychologie, on appelle cela « se rallier autour du drapeau ». Vous amenez votre ennemi à faire quelque chose. C'est à cela que servent les opérations sous fausse bannière, etc. Vous poussez votre ennemi à vous attaquer, et ensuite votre peuple se soulève pour se défendre. Mais ils ne vont pas se lever en disant « Allons chercher ce type parce que je pense qu'il est mauvais ». Non, ça ne les intéresse pas. D'accord? C'est une tactique psychologique classique utilisée par les gouvernements. Et donc, Zelensky a essayé de l'assassiner. Il sait ce que je sais, si vous éliminez Poutine, ce sera vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quelqu'un comme Medvedev, qui n'est pas très intelligent et qui réagira de façon émotionnelle. C'est ce qu'ils veulent. Et puis, boum. Voilà, j'appuie sur le bouton. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent provoquer la Russie pour qu'elle lance une attaque afin de pouvoir prétendre qu'il est l'agresseur. Et Poutine est intelligent. Il comprend cette tactique psychologique. C'est pourquoi il a reculé sur chaque point. Cela lui pose un problème politique en interne, car les gens le perçoivent alors comme faible. Et je crains que si l'OTAN continue ainsi et parvient à faire renverser Poutine, alors nous aurons la Troisième Guerre mondiale. Mais il sait où cela mène. Et comme je l'ai dit, je connais des gens d'Allemagne qui l'ont rencontré. Je veux dire, tous ceux que je connais qui ont fini par rencontrer Poutine disent la même chose. Il est très intelligent.
Lauren, quand on regarde la façon dont Donald Trump a tenté de gérer le conflit en Ukraine, il me semble qu'il y a une sorte de manque de communication de la part de l'administration Trump avec les Européens. Ou alors, ils ne sont pas totalement honnêtes avec eux. Ils doivent leur dire qu'il existe une certaine limite à ce que nous pouvons faire en Ukraine. Il ne reste plus rien là-bas. Comment peut-on se battre? Peu importe combien d'armes vous allez envoyer en Ukraine. Peu importe à quel point vous essayez de faire pression sur l'Inde et la Chine. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu Scott Bessent parler de la situation avec l'Inde et la Chine et de la façon dont, pendant la guerre en Ukraine, leurs importations de pétrole russe ont augmenté. Voici ce qu'il a dit avant que je vous demande votre avis à ce sujet. L'histoire cependant, Becky, et le fait que la Chine en importe, ce n'est pas optimal. Mais si tu regardes en arrière, avant 2022, avant l'invasion, 13% du pétrole chinois provenait déjà de Russie. Maintenant, c'est 16%. Donc la Chine a une source d'approvisionnement diversifiée pour son pétrole. Si tu regardes maintenant, je crois que l'Inde avait moins d'1% de son pétrole, 1%. Et maintenant, je crois que c'est monté à 42%. Donc l'Inde profite simplement de la situation où ils profitent simplement. Ils revendent. Ils ont fait 16. Alors, comment pouvez-vous imaginer que les États-Unis puissent s'opposer à l'Inde et à la Chine en même temps? Et pourquoi est-ce si difficile, Martin? Ma question principale, l'autre question, parce que je sais que vous allez décrire tous les détails qui vous viennent à l'esprit, mais comment voyez-vous la communication entre l'administration Trump et les Européens? Il ne semble pas qu'ils exercent une quelconque influence sur les Européens. Nous avons assisté à une grande démonstration à Washington, à la Maison-Blanche. Mais quel en est le résultat? J'ai eu des conversations avec des gens au Capitole, et je pensais qu'ils allaient peut-être croire que je colportais, vous savez, une théorie du complot. Mais j'ai dit, écoutez, à mon avis, il faut sortir de l'OTAN. L'Europe va vous poignarder dans le dos, et l'OTAN va créer un faux drapeau pour essayer de nous entraîner dedans. La réponse a été, oui, nous savons, tu as raison. Le conflit avec l'Europe n'a aucun droit d'être à une table de négociation, quelle qu'elle soit, avec la Russie. Pourquoi? Il y avait l'accord de Minsk, et Merkel a même publiquement déclaré aux journaux, lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas fait appliquer l'accord de Minsk, qu'il n'y aurait pas eu de guerre avec cet accord de paix. Et elle a dit, nous n'avons jamais eu l'intention de l'honorer. Nous ne faisions que gagner du temps pour que l'Ukraine puisse constituer une armée. Je n'ai jamais, au cours de ma carrière, entendu un politicien admettre publiquement que vous avez menti dans un traité de paix. Je veux dire, je ne trouve pas de mon vivant, mais même historiquement, je ne trouve pas cela. Pourquoi? J'ai eu des discussions, et je crois qu'ils ont adopté ce que je disais essentiellement. L'Europe a perdu tout droit d'être à la table des négociations. Pourquoi Poutine devrait-il accepter quoi que ce soit de leur part? Même s'il le signe, cela n'a aucune importance. Je ne sais pas si Merkel avait bu ce jour-là ou quel était le problème, mais je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça de toute ma vie. C'est... Il n'y avait pas que Merkel qui en parlait. Nous avions François Hollande, le président de la France. Ces deux personnes étaient les garants de Minsk II. Ils sont sortis et ont dit que c'était une mascarade. Nous manipulions simplement la situation. Nous préparions l'Ukraine. Allez-y. Pourquoi alors négocier avec eux? Ensuite, il y a Boris Johnson. Cela a fait la une de la presse norvégienne. Ils l'ont vraiment publié. Il a dit « Nous sommes en guerre par procuration avec la Russie. » Donc le Royaume-Uni est en guerre avec la Russie.
il l'a dit publiquement. Pourquoi ces gens auraient-ils le droit de s'asseoir à la table? C'est pour cela que je dis qu'ils sont tous pareils. Ils ont pris l'avion, ont couru là-bas avec l'OTAN, qui n'est rien d'autre qu'une arnaque, vous savez, une maison de retraite. C'est tout. Et c'est là que la communication est rompue. Dans les conversations, j'ai dit clairement, écoutez, l'Europe va poignarder Trump dans le dos. Ils ne sont pas dignes de confiance. Ils ont leur propre agenda. Ils veulent la guerre parce qu'économiquement ils s'effondrent. Et l'Europe s'est complètement tiré une balle dans le pied avec le Covid, le changement climatique, puis les sanctions. Économiquement, c'est un cas des espadges. C'est pour cela qu'ils poussent pour les MNBC. Ils essaient de les mettre en place d'ici octobre, je pense plutôt vers janvier. Ils annulent régulièrement leur monnaie. C'est pour cela que le dollar est vraiment la monnaie de réserve. Environ 70% des billets en dollars sont à l'étranger parce qu'on peut les utiliser partout et les gens savent qu'ils ne sont pas annulés. Par exemple, les billets de 500 €, terminés. La Suisse, annulé. Un billet de livres sterling d'il y a 20 ans, disparu, il ne vaut plus rien. Le Canada a annulé tous ses billets de grande valeur. Les États-Unis n'ont jamais fait cela. C'est aussi pour cela que Trump a proposé de réémettre le billet de 500 $. Cela soutiendrait également la question du dollar à l'échelle mondiale, parce que c'est vraiment ça. Vous savez, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas forcément que le dollar soit une monnaie de réserve. Je ne suis pas d'accord avec ce que les néoconservateurs ont fait en imposant des sanctions à la Russie. Une fois qu'ils ont fait ça, c'était un signal d'alarme. C'est ce qui a créé les BRICS. Ils ont même menacé la Chine. Si vous aidez la Russie, on vous fera la même chose. Vraiment, espèce d'idiot. Très bien. Donc la Chine se débarrasse des bons du Trésor américain. Très bien. Ils ont créé les BRICS parce que vous avez transformé le dollar en arme militaire. Une fois que vous avez fait ça, l'administration Biden a fait ça, c'était fini. Je l'ai soutenu à Washington. Je pense que c'est pour ça que Trump fait cette histoire de billets de 500 $, pour essayer de revenir en arrière dans une certaine mesure. Les négociations, je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a environ 330 milliards de dollars d'actifs russes qui sont gelés. L'essentiel est détenu par Euroclear, mais environ 70 à 75 milliards sont détenus par la France. La rumeur dit que la France a été tellement désespérée qu'elle y a elle-même eu recours. Donc, une partie des négociations pour un accord de paix consisterait à lever les sanctions contre la Russie. Vont-ils récupérer leur argent? Ou l'Europe dira-t-elle « Non, nous en avons besoin nous-mêmes ». C'est ce que je veux dire. Ne soyez pas trop optimistes quant à une paix imminente. Il se passe bien plus de choses en coulisses. Et Zelensky, regardez, c'est un dictateur. S'il y avait des élections, il perdrait, sans aucun doute. Il est tellement détesté en Ukraine. J'ai même parlé, vous savez, à des militaires. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Deux choses importantes. Premièrement, on leur avait initialement dit d'aller simplement à la frontière avec la Russie. Une fois arrivés, on leur a alors dit d'envahir Kherson. Et d'où vient l'ordre? Du MI6, de la Grande-Bretagne. D'autres personnes à qui je parle disent que si Zelensky était en feu, il ne lui urinerait pas dessus avant qu'il ne soit mort. Je ne le vois même pas prendre sa retraite en Ukraine. Je veux dire, ils vont le tuer. Ils transfèrent cet argent, vous savez, 50 millions de dollars par mois, vers ses comptes secrets aux Émirats arabes unis. Très bien. J'ai soutenu, j'ai dit à Washington, écoutez, je ne vois aucun accord de paix possible avec l'Ukraine tant que vous ne vous débarrassez pas de lui. Laissez le peuple ukrainien voter lui-même. Tous ceux à qui je parle en ont assez. Ils veulent la paix. Zelensky prend ses ordres de l'OTAN, pas du peuple ukrainien.
Il y a donc eu une tentative d'assassinat contre lui en mai de l'année dernière. Il a donc renvoyé ses gardes du corps ukrainiens, et maintenant ses gardes du corps sont américains et britanniques. Il ne fait pas confiance à son propre peuple. Écoutez, je ne vois pas l'Europe comme ayant droit à une place à la table dans cette négociation. Et je ne les vois pas survivre. Ils ont besoin de la guerre. L'OTAN a ordonné à tout le monde d'augmenter à 5%, y compris le Canada. Très bien, ce n'est qu'une question d'argent. Pourquoi faire? Pour qu'ils gardent leur salaire, leurs emplois, leur retraite. Et quoi? Créer la guerre. Oh, Poutine veut envahir tout de suite. Oui, dépêchez-vous, envoyez-nous plus d'argent. C'est du n'importe quoi. Mais c'est exactement ce qu'ils doivent dire pour continuer à remplir leurs poches. C'est pourquoi je dis que l'OTAN, d'abord, ce sont précisément ce genre d'accords qui ont provoqué la Première Guerre mondiale. Vous envahissez ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ci. Tout cela, c'est l'article 5. Même s'il est écrit volontaire, c'est là-dessus qu'il compte. La dernière fois que l'article 5 a réellement été invoqué, c'était par les États-Unis après le 11 septembre. Donc je ne suis pas optimiste quant à un accord de paix à long terme. Il y a trop d'intérêts personnels qui tirent dans la direction opposée. Vous parlez de destituer Zelensky, et vous considérez Zelensky comme l'un des principaux obstacles à toute forme de paix en Ukraine. Mais il est tellement important de savoir qui va le remplacer. Qui sera prêt à prendre la relève? Ah oui. Écoutez, comme je l'ai dit, nous avions des employés là-bas, et on m'a dit dès le début qu'ils ne croyaient pas que Zelensky avait gagné l'élection. Ils pensaient que tout était truqué, exactement comme ce que vous voyez en Roumanie. Le fait que son soutien soit le même type derrière Hunter Biden, je veux dire, tout ça sent vraiment mauvais comme des œufs pourris, vous voyez. Et puis il a suspendu les élections, donc il n'a plus jamais à les organiser. Et ensuite, vous avez tous ces Européens, et lui qui disent « Oh, Poutine est un dictateur ». Vraiment? Il s'est présenté 2 fois à l'élection, pas vous. Pire encore, vous entendez ça venant de l'UPB. Cherchez sur Google. Ursula est à la tête de l'UMERA. Elle n'a jamais été élue à aucun poste, même pas pour attraper les chiens errants. D'accord? Ils sont nommés. Vous savez, quand ils ont créé l'euro, ils sont venus me voir. Je connaissais Klaus Schwab. Cela a été délibérément créé pour empêcher la démocratie. Vous pouvez voter pour le Parlement? Très bien. Regardez, il n'a aucun droit de faire des lois. Rien. Les lois sont faites en coulisses par des personnes non élues. Ursula, Klaus, tous les autres. Aucun d'eux ne se présente aux élections. Aucun. Donc cela a été mis en place délibérément pour qu'ils puissent être des dictateurs et que les gens soient trop stupides pour vraiment savoir ce qui est bon pour eux. Donc, nous devrions prendre les décisions à leur place. Voilà. Oui, je pense. Est-ce que tu crois vraiment que Donald Trump est honnête quand il dit vouloir mettre fin au conflit, ou essaie-t-il d'une certaine manière de négocier avec l'Europe, d'obtenir quelque chose? Parce qu'on ne voit pas tant de pression exercée sur l'Europe par l'administration Trump. Qu'est-ce qu'ils en attendent? Penses-tu qu'il va obtenir quelque chose de positif des discussions qu'il a eues avec Poutine? À quel point peut-on être optimiste concernant l'Ukraine? Eh bien, je pense qu'il est sur la même longueur d'onde que Poutine. Pas seulement lui. Écoutez, j'ai parlé directement avec RFK. Je sais qu'ils sont vraiment anti-guerre. Je ne peux pas en dire autant de personnes comme Lindsey Graham ou de n'importe quel dirigeant européen. Donc je crois qu'il y a un véritable désir de paix.
Mais l'Europe va les trahir. Ils ne veulent pas la paix. Vous savez, la raison pour laquelle ils se sont tous précipités dans l'avion pour aller là-bas? Soyons honnêtes, l'Ukraine ne pourrait rien faire sans le renseignement américain. Rien du tout. D'accord? Si Trump coupe ça, ils sont finis. D'accord? Vous avez Macron qui sort et dit à l'Allemagne « Nous vous fournirons des armes nucléaires ». La France a ses propres armes nucléaires qui font maintenant partie de l'OTAN et il dit « Nous offrirons le parapluie nucléaire à l'Europe ». Nous n'avons pas besoin de l'Amérique. Voilà ce qui se passe en coulisses. Macron a proposé de mettre des armes nucléaires sur les avions de chasse allemands, etc. Ils en veulent plus. Mais, vous savez, j'ai parlé à certaines personnes en France qui sont aussi très opposées à Macron. Ils l'appellent le petit Napoléon. Et c'est toujours la même histoire. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils considèrent les Européens de l'Est comme jetables. J'ai même entendu l'expression « de toute façon, ce sont tous des communistes ». Regardez la Roumanie. L'OTAN construit la plus grande base d'Europe en Roumanie pour attaquer la Russie. Donc lors de la première élection, le peuple était contre. Et puis ils ont dit « Oh, eh bien, il est sous enquête, donc il ne peut pas vraiment être président ». Quelle enquête? Oh, il est pro-Russie. Non, il est pro son propre peuple. Le peuple roumain. Non, d'accord. Regardez l'Ukraine. Ce ne sont que des pions. Personne ne se soucie d'eux. Vous savez, si on se souciait vraiment du nombre de morts, on aurait respecté les accords de Minsk. Quand il y a eu un autre accord de paix, Boris Johnson a sauté dans un avion et a fait la une de la Pravda en Ukraine, leur disant qu'il n'avait pas le droit de signer un accord de paix. Ça veut dire qu'il se soucie vraiment du peuple ukrainien. Près de 2 millions de morts. Vous savez, 13 millions ont fui le pays. Mais vous vous souciez de l'Ukraine? Vous n'en avez rien à foutre de l'Ukraine. Et vous, Roumains, vous le voyez. Très bien. Je connais quelqu'un qui s'est rendu là-bas pour la deuxième élection. Ils ont dit que Macron est venu en avion pour s'assurer que l'Europe l'emporte. Très bien. Ensuite, vous les Roumains, vous savez que vous n'êtes que des pions. Vous serez décimés comme l'Ukraine. Allez tuer des Russes, peu importe s'il ne reste qu'un seul Roumain debout. Cette attitude que j'entends, c'est qu'ils pensent pouvoir utiliser les peuples d'Europe de l'Est pour abattre la Russie sans en subir les conséquences. Les absurdités que j'ai entendues, oh, Poutine n'utiliserait jamais une arme nucléaire parce qu'il sait que ça se retournerait contre lui. C'est ce que Jules César disait il y a plus de 2000 ans. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Il avait raison. Ils veulent croire qu'ils peuvent faire tomber la Russie. Regardez, cherchez sur Google. Vous pouvez trouver ce néoconservateur républicain qui, le 6 janvier, essayait de faire tomber Trump, Kinzinger. Il a même déclaré « Nous pouvons vaincre la Russie en 3 jours ». Vraiment? Nous n'avons même pas pu prendre l'Ukraine en 3 jours. Nous n'avons pas pu prendre l'Irak en 3 jours. D'accord. Donc j'imagine que 5 jours suffiraient pour la Chine? Franchement, c'est absurde. Ce que ces gens disent est vraiment absurde. Ce sont des psychopathes, à mon avis. Comment peut-on inventer de telles absurdités? Et tant que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, eh bien, pas de problème. Ce n'est pas le mien. Tout ce qu'ils disent sur la Russie, oh, il veut ceci, il veut dominer. Non, c'est ce qu'eux veulent. Ils jugent les autres à leur propre image. C'est la doctrine Wolfowitz, qui, lorsque la Russie s'est effondrée en 1991, a déclaré qu'il fallait empêcher toute autre superpuissance de s'élever contre nous. Tout cela est documenté. Ce n'est pas une théorie du complot. Et c'est l'un des pires néoconservateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre et le pouvoir. Prenez l'administration Biden. Pourquoi a-t-elle fini par être aussi mauvaise?
Il y avait Garland comme procureur général, qui s'en est pris à Trump. Il y avait Blinken, secrétaire d'État, et puis Victoria Nuland. Tous les trois, dans la même administration, affirmaient que leurs familles venaient de la région d'Ukraine. Et tous les trois, leurs familles ont été persécutées en tant que juifs, je veux dire par les Russes. Comment 3 personnes de la même région peuvent-elles se retrouver dans la même administration? C'est quand même une sacrée coïncidence. That's one hell of a coincidence. Look, I have a lot of friends from around Écoutez, the world. I've never j'ai beaucoup d'amis venant du monde entier. Je n'ai jamais vu 2 personnes avec exactement le même parcours. Là, vous en aviez 3. Et ils l'admettent tous. Après l'avoir caché, ils ont fait en sorte que Garland tente de faire tomber Trump pour l'empêcher de devenir président parce qu'il est anti-guerre. Blinken, de son côté, a essentiellement validé les sanctions contre la Russie et tout le reste, ce qui a fini par créer les BRICS. Et vous avez Victoria Nuland, qui était présente à Maïdan en train de distribuer des sandwichs, renversant votre gouvernement. Et vous savez, l'appel téléphonique qui a fuité, où elle avait choisi le gouvernement intérimaire. Ils ont renversé le gouvernement. Elle a choisi le gouvernement et leur a ensuite ordonné d'attaquer le Donbass. Ah mais, tout est la faute de la Russie. Vous savez, franchement, je veux dire, malheureusement, la presse est tellement endoctrinée, achetée et payée. Ils diffusent simplement tout ce que les néoconservateurs leur disent. Et je suis vraiment, je veux dire, même Fox News, j'ai été choqué. Je veux dire, je ne regarde même plus cette chaîne. Ils ont invité la présidente de l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre. C'est qui? L'Institut pour l'étude de la guerre est une organisation néoconservatrice. Il a été fondé par la belle-sœur de Victoria Nuland. Je veux dire, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui ne soit pas impliqué dans ces absurdités. Donc, malheureusement, c'est là où nous en sommes. Je ne suis pas très optimiste quant à la paix. Ces gens sont tellement déterminés à faire la guerre. Ils poignarderont Trump dans le dos. Regardez, ils ont même essayé de l'assassiner. Vous savez, ils refusaient d'accorder une protection contre les snipers à Trump jusqu'à la Pennsylvanie. Puis tout à coup, il a eu une protection contre les snipers. Pourquoi? Parce que quelqu'un a tiré, et ensuite ils l'abattent d'une balle dans la tête, exactement comme Oswald. Et vous ne pouvez pas témoigner. Assurez-vous de le tuer. Qui t'a poussé à faire ça? Impossible de poser ces questions. J'ai publié sur notre site, à partir des dossiers JFK, un mémo concernant un agent de la CIA qui avait dit à sa famille dans le New Jersey que la CIA avait éliminé Kennedy et qu'il craignait pour sa propre vie. 3 semaines plus tard, il est abattu. Je veux dire, regardez, ces gens sont prêts à tout pour le pouvoir. C'est simplement comme ça. Ils n'ont ni morale, ni conscience. Nous avons raison, tous les autres ont tort, et la fin justifie les moyens. Merci beaucoup, Martin, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. J'aimerais que ce soit un peu mieux, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas très optimiste quant à la possibilité de voir une paix durable ici. Et je crois que l'Europe va simplement trahir Trump. Non, je pense que tu as raison. Il n'y a aucune raison de croire cela. Nous avions une sorte d'espoir, mais il semble que tout cela s'évanouisse peu à peu. Oui, je pense que ça disparaît rapidement. Merci beaucoup, Martin. Grand plaisir. Et à bientôt. D'accord. Goodbye. Au revoir.